quand vous changez de vie, que vous laissez vos proches derrière vous et n'importe quoi, tout ce qui vous entourait, la sensation n'est pas incroyable. Mais vous faites bouger les choses. Et ça, c'est un peu ce qui s'est passé avec ce SmackDown du 3 septembre 2019. C'était un show solide, ma foi, pas du tout incroyable, vraiment très basique, mais qui faisait avancer les choses. Et après tout, c'est ce qu'on a envie de voir dans un show hebdomadaire. Le but est que les grosses explosions surgissent lors des pay-per-view, mais que durant la construction des shows hebdomadaires, on a le sentiment que les choses avancent, que les choses évoluent, et qu'on reste captivé. Et bah écoutez, ma foi, ce SmackDown a complètement réussi ce pari. Bienvenue dans le Serge Podcast, animé par votre autre Serge Voldan. C'est qui? C'est moi, oui c'est moi, je suis Serge Voldan du Moulin de Voldano, aujourd'hui sur cette chaîne, dans ce podcast audio dédié au catch. Vous pouvez l'écouter n'importe où, quand vous prenez un bain avec des bulles, avec des enfants, quand vous arrosez votre plante, quand vous jouez un match de tennis, n'importe quand, tant que vous voulez entendre parler de catch. Aujourd'hui, nous parlons donc du SmackDown du 3 septembre 2019. J'ai déjà dit ce que je pensais globalement du show, mais pour bien comprendre mon ressenti, analysons ce show histoire par histoire, en commençant par tout ce qui concerne le champion des femmes équipé de Bayley. Je veux dire plutôt tenu par Bayley, excusez-moi, équipé ne veut rien dire, il veut dire quelque chose, mais dans ce cas-là, ça ne veut rien dire. Bref, je divague, ça commence très mal, mais on va ouvrir ce show donc avec une Bayley, cette sale race de Bayley, qui hier avait attaqué gratuitement Becky Lynch. Ça ne se fait pas. Cette sale race de Bayley ouvre ce show avec son entrée classique. Et c'est sa musique de merde là, son truc de elle fait des câlins. Elle est toujours en mode câlin. Bah ouais. Et c'est bien pour l'instant de commencer comme ça. Évidemment, si elle a vraiment Bayley à tourner heel, elle ne doit pas garder ce personnage trop longtemps. Évidemment, il faut que ça change vite. Mais le fait que le changement ne soit pas radical est pas si mal que ça. J'aime l'idée. On va expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, Bayley, globalement, explique qu'au final, rien n'a changé. Les gens ont été choqués, mais rien n'a changé dans sa tête. Pourquoi Sasha Banks est sa meilleure amie? Et au final, elle veut juste avoir la même reconnaissance que Becky. C'est tout, c'est pour ça qu'elle a fait ça. Au final, pour elle, ce qu'elle vient de faire n'est pas un heel turn, elle n'a pas changé dans sa tête. Et franchement, j'aime beaucoup l'idée. J'aime beaucoup l'idée d'avoir une Bayley qui n'est pas consciente de ce qu'elle fait. Tout ce qu'elle se dit, c'est que, bah ouais, je veux être la meilleure championne, et Becky Lynch a eu toute la reconnaissance parce qu'elle était un peu badass. Je veux faire la même chose. Et j'aime l'idée d'avoir une Bayley qui va exécuter un long turn sans s'en rendre compte. Bayley dit donc qu'elle va battre Charlotte, et cette dernière se ramène pour dire: tu vas me pas battre, gna 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 gna, je suis la meilleure, c'est toi qui est égoïste, je sais pas quoi. Bref, Sasha Banks arrive pour nous épargner une promo horrible de Charlotte. Charlotte, évidemment, voit la couille arriver et se met à attaquer directement Bayley pour être en 1v1 face à Sasha. Elle prend un peu le dessus, mais les deux, finalement, sont plus nombreuses. Du coup, elles prennent l'avantage et Bayley et Sasha vont ensuite exploser Charlotte avec une chaise. Qui, pour le coup, n'était pas obligé, Bayley. Ce n'était pas obligé, donc tu es en train de faire n'importe quoi. Tu es en train de partir en couille, espèce de sale race, bref. C'était un bon opener parce que, enfin, le personnage de Bayley m'interpelle. Parce que je trouve que c'est beaucoup plus compliqué qu'un simple heel turn. On dirait, comme je l'ai dit, qu'elle veut faire exactement comme Becky pour connaître le même succès, mais pour les mauvaises raisons. Becky, à l'époque, si elle réagissait comme ça, c'est qu'elle en avait ras-le-bol d'être mise de côté, que Charlotte soit toujours mise en avant et qu'elle soit toujours le sidekick. Du coup, elle a pété un câble et elle est devenue très violente d'un coup. Et les gens ont aimé ça parce que c'était neuf, parce que c'était logique. Elle a toujours été dans l'ombre et enfin, elle a envie d'être dans la lumière. Alors que Bayley fait la même chose pour avoir le succès, pour avoir la même reconnaissance que Becky Lynch. Donc, en fait, elle limite Becky Lynch. Elle ne fait pas quelque chose d'authentique. Donc au final, ça ne peut que mal tourner pour elle, et j'espère
qui vont dans cette direction, parce que ça peut vraiment être super intéressant. On peut faire de Bayley, qui était un personnage complètement anecdotique, un personnage hyper intéressant. Donc bref, un bon opener qui au final a donné beaucoup de complexité au personnage de Bayley, ce qui est très cool. On va passer maintenant, comme toujours, au tournoi King of the Ring. Ce soir, nous avions 2 matchs, les 2 quarts de finale. Nous avions Mustafa Ali contre Elias et Andrade Cien Almas contre Chad Gable. Quand j'ai vu les 2 matchs, je me suis dit que demi-finale sera Ali contre Cien Almas. Spoiler alerte, j'avais tort, j'avais bien tort, mais on va en reparler, mais bon, au final, c'est pas si dérangeant que ça. Donc le premier match était donc Mustafa Ali contre Elias, et le match était vraiment bon. La foule était directement investie et derrière Ali. Les deux fonctionnaient bien ensemble. Elias n'était pas le meilleur dans le ring, mais là ça fonctionnait. On va voir Elias qui va vite travailler la jambe de Mustafa Ali pour que il soit blessé, qu'il puisse plus faire ses sauts et trucs avec la même rapidité. Donc évidemment il va prendre l'avantage et ça va lui permettre plus tard d'obtenir la victoire avec son finisher. Donc voilà, le match était bon, mais putain, quand on voit tous les participants, Elias en demi-finale, c'est-à-dire normalement dans les 16, Elias dans les 4 meilleurs, là avec les circonstances on est dans les 5 meilleurs, mais Elias dans les 4 meilleurs, sérieusement, du tournoi, je suis pas vraiment sûr de cette décision, je la trouve alambiquée cette décision, mais bon. Plus tard, on va voir une promo backstage de Samoa Joe qui est ici à SmackDown parce que Vince McMahon, hein, voilà. Qu'est-ce qu'il dit grosso merdo? Il dit que ce sera le roi, donc évidemment il va perdre. Il a fait une énorme erreur à ouvrir sa gueule comme ça parce que je ne crois pas vraiment à la victoire de Samoa Joe. J'aimerais voir Samoa Joe King of the Ring, j'aimerais vraiment. J'ai du mal à y croire. Et plus tard, Samoa Joe, qui définitivement était juste là pour faire chier, va se moquer gratuitement de Chad Gable, qui était en train de s'entraîner comme un élastique, de se faire un peu les muscles. Et il s'est moqué du fait qu'il était petit, il l'a appelé Bilbon. Oh putain, ok. Bon. Est-ce que vous pouvez arrêter de faire ces blagues sur Chad Gable? C'est... Surtout que... c'est complètement puéril. Et vous êtes sérieux de rendre Samoa Joe puéril? Parce que là, Samoa Joe n'a pas l'air d'un gros monstre, d'un gros enculé, ça a l'air d'un gros con. Et Samoa Joe n'est pas un gros con. Un gros connard n'est pas un gros con. C'est... Ouais, non. Ça a trop duré, ces blagues sur la taille de Chad Gable. Et si vraiment le but c'est de faire gagner... J'aime bien l'idée de voir Chad Gable gagner le tournoi, ça me plaît. Mais si c'est parce que, regardez, il était petit, tout le monde traitait de petit, et qu'il a gagné, un petit être est capable des grandes choses. Vous savez c'est quoi? C'est le slogan d'Arthur et les Minimoys, les gars. D'Arthur et les Minimoys. Chad Gable, porte-étendard d'Arthur et les Minimoys. On applaudit. Bon booking, bravo. Bref, on a eu ensuite donc le deuxième quart de finale entre Andrade Cien Almas versus Chad Gable. Andrade Cien Almas, c'est un de mes petits chouchous. Et les deux dans ce match, ils ont pas démérité. Ils ont fait, je pense, le meilleur match du show. Ouais, je pense que c'était le meilleur match du show de loin. Tel Maximus dans une arène de gladiateurs, les deux lutteurs ont gagné la foule au fil du match. La foule n'était pas ultra investie parce que Chad Gable n'a jamais été vraiment mis en avant. C'est un peu la première fois on le met en avant dans un tournoi en solo. Donc voilà, la foule n'était pas directement dedans, mais ils ont gagné la foule parce qu'ils sont si bons les deux, ils sont tellement excellents. Donc le match aurait été très bon, il aurait pu être fantastique si ça avait duré plus longtemps selon moi. Et voilà, après plusieurs retournements de situation et même une intervention de Zelina Vega, c'est Chad Gable qui prend la victoire via un roll-up. Et franchement, même après cette défaite, Andrade n'est pas diminué. Et Chad Gable, ça devient vraiment la grosse surprise de ce tournoi, ce qui est vraiment cool. Parce que Chad Gable, il n'a jamais été vraiment utilisé, parce qu'au final, il n'a pas vraiment de personnage. C'est une sorte de repompe de Kurt Angle, mais avec un peu moins de charisme. Mais en termes de talent, mais c'est un des meilleurs dans le ring, Chad Gable. Enfin, vraiment, je crois que j'ai jamais vu un match de Chad Gable qui était genre juste moyen. C'était toujours bon, voire très bon. Et honnêtement, du coup, la demi-finale va être Elias contre Chad Gable. Je suis vraiment pas hypé par cette demi-finale. Enfin, je veux dire, Elias en demi-finale. Il y a un problème de placement des catcheurs. Il y a vraiment un problème parce que pour moi, le match Andrade-Gable aurait dû être la demi-finale. C'est le même entre Elias, McIntyre, Kevin Owens, il y a vraiment un souci dans la gestion des terrains dans ce King of the Ring. Mais bon,
On a quand même sûrement du coup un Chad Gable qui va arriver jusqu'en finale parce que je ne vois pas Elias arriver jusqu'en finale. Elias dans un match de pay-per-view en finale. Oh là là, ce serait lourd. Oh, ce serait lourd. Non, non, franchement, je vois Chad Gable arriver en finale. Sûrement. Donc, on verra. En tout cas, la demi ne me hype absolument pas. Et surtout qu'on n'est pas à l'abri d'avoir une intervention de Shane McMahon. On n'est vraiment pas à l'abri de ça. Faut se méfier d'Elias parce que Elias c'est lié à Shane McMahon. Et je veux pas voir Shane McMahon dans le tournoi. S'il nous fout Shane McMahon, oh putain, ça va chier. Oh, ça va. Oh, ça part. Oh, ça part. Imaginez. Je sais pas moi, Elias se blesse pendant le match. Et là, du coup, Shane arrive et fait ah bah je vais prendre sa place et il gagne. Et Shane McMahon est en finale et ça devient le roi. The best in the world, Shane McMahon, King of the Ring. On n'est pas à l'abri de ça. On n'est pas à l'abri de ça. Surveillez mes paroles. Surveillez mes paroles. Aleister Black a eu plusieurs segments. Enfin, un segment et un match dans ce show. Et ça m'a fait plaisir de le revoir parce que il faut utiliser Aleister Black. Aleister Black, c'est de l'or. C'est de l'or sur pattes. Ce mec est transcendant. Ce mec a le calibre d'être dans le mini-event directement. Bref, il est dans sa loge, comme toujours, en train d'attendre. Et il dit qu'il en a marre d'attendre un adversaire. Il serait temps, effectivement. Donc il va descendre en chercher un. Enfin, il se bouge le cul et va de lui-même chercher un adversaire. Mais Aleister, faut bien que tu comprennes que personne n'a envie de t'affronter. T'es beaucoup trop dangereux. Personne n'a envie de t'affronter. Donc arrête d'attendre et va chercher tes adversaires et va leur botter des culs, putain. Donc Aleister Black fait son entrée, monte sur le ring et c'est Shelton Benjamin qui accepte son défunt. Shelton Benjamin, le suicidaire, qui se dit qu'il a une chance contre Aleister Black. Shelton Benjamin ne doit pas regarder NXT, je pense. Évidemment, Shelton Benjamin se fait exploser assez rapidement, ce qui est très bien. Et voilà, donc Aleister Black l'emporte, sa musique et tout, il est menaçant, etc. etc. C'est très cool. Bon, après, j'aurais quand même aimé voir un adversaire un peu plus dangereux face à Aleister Black. Mais au moins, il ne s'agissait pas d'un catcheur local. Aleister Black a battu Shelton Benjamin, un catcheur legit, sûrement le moins utilisé du roster de SmackDown. Mais voilà, il a quand même battu un vrai catcheur et pas quelqu'un de local. Donc c'est bien de voir Black catcher, j'espère le voir plus souvent, j'espère le voir dans des rivalités, il faut vraiment pas... Putain, mais qu'est-ce qu'il attend pour être dans les rivalités du titre intercontinental, quoi. Je veux le voir là-dedans, et puis même directement, c'est ce que je dis, directement dans la sphère du main event. Donc bref, hâte de voir ce qu'ils vont faire avec Aleister Black, c'est vraiment un catcheur qu'il faut surveiller. Et enfin, avant notre petite interview musicale, nous allons parler des Tag Team Championship féminins, occupés par Alexa Bliss et Nikki Cross. C'est putain d'Alexa Bliss et Nikki Cross que je peux pas blairer, je peux plus voir leur gueule. Oh, je peux plus voir leur gueule. Oh putain, elle m'énerve. Bref. Ce soir, elles affrontent Mandy Rose et Sonya Deville dans un match tag team avec les titres qui ne sont pas en jeu. Le match tag team en soi était tout à fait classique. Hein. Il n'y avait pas vraiment beaucoup de botch, mais les deux ont pas pris les quatre catcheuses n'ont pas pris des risques démesurés. Ils ont fait leur move, voilà. C'était sympa. Mais par contre, le finish était super cool parce que alors que Bliss avait l'avantage, Sonya Deville a réussi à la contrer avec ses genoux lors du Twist of Bliss. Et ensuite, elles ont gagné le match avec Mandy Rose, avec leur finisher par équipe, qui est, ma foi, assez stylé, qui me rappelle les finishers par équipe d'Undisputed Era. Et bah voilà, elles ont battu les championnes par équipe tout à fait clean. Et je suis très content. Je suis très content parce que, de toute façon, si Alexa Bliss et Nikki Cross se prennent des défaites, je serais content. Alors, j'ai rien contre Nikki Cross, j'aime bien Nikki Cross, mais la voir avec Alexa Bliss, mais putain, mais ça me gave, je peux plus avec Alexa Bliss, je peux plus avec sa gueule, cette putain de blonde avec ses grands yeux bleus. Ah, elle est trop belle. Bah putain, elle est peut-être belle, mais c'est pas un immense talent, bordel de merde. Bref, donc, franchement, voir une véritable équipe, parce je pense qu'elles vont sûrement affronter, Alexa Bliss et Nikki Cross lors du pay-per-view, parce que les avoir battues là, elles ont forcément une opportunité pour les titres. Et ouais, j'ai envie de les voir gagner. J'ai envie d'avoir une véritable équipe féminine avec les titres par équipe. Mandy Rose et Sonya Deville ont toujours été par équipe. Donc oui, je suis d'accord que les titres auraient dû être gagnés par les Kabuki Warriors. Asuka et Kairi Sen auraient dû remporter ces titres. Mais ça ne me dérange pas de voir Sonya Deville et Mandy Rose avec ces titres, je l'espère même. On arrive à la moitié de ce Serge Podcast et comme toujours, nous avons notre petite
à interlude musical proposé par Voldano lui-même. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on écoute? Eh ben, qu'est-ce qu'on écoute aujourd'hui? On écoute fuck du dernier album, On n'arrête pas le progrès. C'est une musique avec beaucoup d'énergie, qui est un peu dans l'urgence, vous voyez. On va l'écouter tout de suite, mais ne soyez pas stressés, vous allez vous sentir dans l'urgence, c'est tout de suite. C'était fuck de Voldano 2. On n'arrête pas le progrès. Téléchargez les albums dans la description. Tous les liens sont dans la description. On les télécharge comment? On les télécharge gratuitement. Mais c'est gratuit. Mais qu'est-ce que vous attendez? Téléchargez-moi tout ça. Faites plaisir à mon frère et au grand Voldano et téléchargez-moi ces foutus albums. Mais vous arrêtez pas là. Abonnez-vous évidemment à toutes les chaînes sur YouTube, le Moulin de Voldano, Dino Voldan, cette chaîne, même abonnez-vous à Serge Voldan, c'est important. Mais surtout, suivez-moi sur Instagram à Serge Voldan où vous pourrez suivre mes aventures. Je suis en train de réfléchir si je publie mes aventures Instagram sur YouTube. Ça va peut-être se faire, mais ce n'est pas une raison de ne pas vous abonner à Serge Voldan sur Instagram. Reprenons ce SmackDown du 3 septembre 2019 avec la rivalité la plus importante, mais aussi la moins bien écrite du show. La rivalité du WWE Championship de Kofi Kingston, la rivalité entre Randy Orton et Kofi Kingston. Randy Orton montre sur le ring et nous livre une promo. Il dit qu'il est meilleur que Kofi, qu'il a pris plaisir à exposer Kofi au fil des semaines, et il demande à Kofi de le défier en face à face. Mais alors que la musique de Kofi retentit, évidemment, les Revival attaquent Kofi sur la rampe et l'emmènent sur le ring. Tout était planifié par Randy. Randy est un véritable serpent. Finalement, Orton va commencer à stomper les différents membres de Kofi, en répétant « Stupid, stupid !» Et voilà, tous les membres sauf le membre inférieur de l'entrejambe, évidemment. Mais voilà, il répétait « Stupid, stupid, stupid !» Putain, ce mot légendaire, culte de l'histoire du catch ne veut plus rien dire. Ce mot qui avait presque terminé la carrière de Kofi Kingston, qui l'a complètement redescendu, qui l'a plongé dans la série du tag team alors qu'il était dans le main event, ce mot stupid, horrible dans cette carrière, ne veut plus rien dire. Ça a toujours été un défaut de la WWE, c'est-à-dire que ils prennent un truc qui marche et ils le tuent en faisant trop, en le répétant. C'est tellement chiant. Stupid, c'était sincère, c'était violent, c'était viscéral, et là ça devient forcé. Putain, mais comment c'est possible? Enfin bref, j'ai beaucoup de mal avec cette rivalité, je vous explique encore plus en détail après, mais bref. Orton termine avec un gros RKO avec l'aide des Revival, et à la fin, il célèbre avec eux. Et ouais, j'aime bien cette alliance Orton avec les Revival, ça me rappelle Legacy
à l'époque avec Cody Rhodes et Ted DiBiase. Mais j'espère par contre que ce n'est pas temporaire, que une fois que la rivalité avec le New Day sera terminée, qu'ils ne vont pas se séparer. Mais je le sens mais dur comme fer. Je sens que c'est juste parce qu'il y a le New Day, du coup ils sont trois aussi, et pour que les Revival fassent quelque chose quoi. Bon, voilà, là, là. J'aime pas cette rivalité. J'aime pas cette rivalité. Cette rivalité aurait dû se terminer à SummerSlam. Je ne comprends pas pourquoi la WWE force les choses à ce point. Ça aurait dû être tellement simple. Randy Orton à l'époque a fait enterrer Kofi. Kofi a évolué. Randy Orton n'en est pas si sûr. Il veut prouver que Kofi a tort. Mais Kofi avait bien raison. Il emporte face à Randy Orton à SummerSlam dans un match de 20 minutes. 1, 2, 3, clean. Randy Orton est vraiment. Kofi Kingston est un vrai champion. Randy Orton avait tort à l'époque. Ça aurait dû être tellement simple. Mais tellement simple. Ou alors mieux, ou alors pourquoi pas autre chose. Que à SummerSlam, Randy Orton avait raison. Et qui batte Kofi là. Et qui prouve à tout le monde que Kofi avait tort. Et qu'on est sur un chemin, sur une grosse remise en question de Kofi Kingston pour que son aura ne diminue pas. Il serait là à se poser des questions, à se dire putain, mais est-ce qu'il avait tort sur un chemin de la rédemption un peu, et qui au final, au bout de quelques mois, rebattre Randy Orton à Survivor Series ou à Royal Rumble, ou si vraiment ils sont chauds à WrestleMania. Mais voilà, on aurait pu avoir tellement une bonne histoire sur le long terme. En fait, c'était soit du one shot, soit une histoire sur le long terme. Mais là, ils font un truc entre les deux dégueulasse. Un truc qui fait du surplace depuis un mois maintenant. Et bah je ne suis plus tout hypé par cette rivalité qui était censée être légendaire, parce que l'histoire derrière était tellement cool, elle était tellement riche cette rivalité, mais putain, comment tu peux gâcher ça? Bref, pour moi c'est un gâchis et c'est dingue quand j'y pense, mais c'est, je pense, un des matchs qui m'intéresse le moins à Clash of Champions, c'est Randy Orton contre Kofi Kingston. Je n'ai pas envie de revoir ça. À SummerSlam c'était nul à chier, c'était le match le moins bon à SummerSlam. Bref, passons à quelque chose de plus léger, beaucoup plus comique, avec le 24/7 Championship, occupé actuellement par Drave Maverick. Et ce soir, on a eu 3 changements de titre en l'espace de quelques minutes. Drave Maverick se bat en backstage avec sa femme et son titre, et plusieurs superstars vont tenter de lui prendre, évidemment, sous les cris abusément exagérés de sa femme. Et c'est finalement Bo Dallas qui va devenir notre nouveau champion 24/7 pendant quelques minutes encore une fois. Les superstars vont terminer sur le ring. Curtis Axel va défendre Bo Dallas, hein, c'est son partenaire, c'est normal. Mais finalement, Maverick va revenir, va arriver à faire un roll-up à Bo Dallas et reprendre son titre. Mais alors qu'il célèbre sur la rampe, R-Truth, qui était déguisé en chandelier, c'est pas une blague, il était déguisé en chandelier, se révèle et reprend son titre après un roll-up et s'en va dans les coulisses. R-Truth est de nouveau notre champion 24/7, comme chaque semaine, j'ai envie de vous dire. Voilà, c'est toujours aussi drôle, ça allège le show, c'est avec un peu d'humour. Franchement, j'aime bien. Au départ, j'étais tellement contre le championnat 24/7, mais ils en font quelque chose de tellement drôle. Enfin, c'est bien, c'est léger, ça s'écrit très facilement. Faut juste avoir de l'imagination, être assez déconneur et ça s'écrit. Donc vraiment, c'est très cool. L'Intercontinental Championship occupé par Shinsuke Nakamura, ça aussi c'était un peu inutile dans le show, je vais vous expliquer pourquoi. Dans ce show donc, Shinsuke accompagné de Sami Zayn devait affronter un catcheur local et évidemment il a explosé. Le tout animé par les commentaires envahissants de Sami Zayn, c'était trop bruyant. Les Sami Zayn quand il commente Nakamura, je trouve je trouve que ça fait chiant, c'est bruyant, c'est pas drôle, c'est pas épique non plus, c'est trop. Et au final, le segment, bah, il était inutile. Parce que quand on y pense, à quoi ça sert d'affronter un catcheur local? À rien, tu sais que le catcheur local va se faire exploser. Quand des catcheurs affrontent des catcheurs locaux, c'est pour qu'on nous présente ces catcheurs qui les affrontent. C'est pour montrer leur personnage, leur move, leur talent, mais voilà, en aucun cas pour avoir une once de match dans ces combats. Et le problème, c'est que Nakamura, bah, on le connaît. On connaît ses prises, on connaît son personnage. Alors pourquoi le faire affronter un catcheur local? Ça n'a pas de sens. Ça n'a juste pas de sens. Donc voilà, c'était juste complètement osef et chiant. Passons avec notre main event, avec cette storyline, ma foi, la plus intéressante, la storyline de qui a attaqué Roman Reigns. Nous en étions à que nous savons que c'est Rowan qui a attaqué Roman Reigns, mais est-ce que Daniel Bryan a été impliqué dans l'histoire?
Daniel Bryan donc monte sur le ring et demande des excuses à Roman Reigns parce que Roman Reigns ne le croit pas et de fait le traite de menteur quelque part. Alors Roman va commencer à descendre sur la rampe, mais Rowan va directement arriver et va exploser Roman Reigns. Il va le défoncer sur le poteau, lui donner des coups d'escalier, lui faire son finisher au milieu du ring à la manière d'un Braun Strowman. Rowan, là, il est vraiment montré comme un monstre. Eric Rowan, pardon, il a repris son prénom, il me semble, apparemment. Donc vraiment, Eric Rowan est vraiment présenté comme un monstre. Et Roman Reigns est complètement sonné au milieu du ring. Et donc Eric va prendre un micro et va expliquer que Bryan ne peut pas le contrôler. Il va commencer à péter un câble, il va dire oui c'est moi qui t'ai attaqué et tout, et Bryan vas-y qu'est-ce que t'attends pour me regifler, vas-y monte sur le ring et affronte-moi. Enfin il va vraiment péter un câble, il va continuer à attaquer Roman Reigns, et alors que Bryan va arriver pour lui dire arrête, il va lui foutre une tarte, Rowan va soulever Bryan et va l'exploser à travers la table des commentateurs. Donc il s'est enfin rebellé contre son maître quelque part, et j'ai envie de vous dire que Eric Rowan ce soir a à lui tout seul détruit Daniel Bryan et le gros chien. Eric Rowan a détruit le gros chien tout seul comme Braun Strowman à l'époque. Eric Rowan affrontera donc Roman Reigns à Clash of Champions et je pense qu'il faut absolument qu'il remporte ce match clean pour que toute cette histoire serve à quelque chose. J'adore cette histoire, mais si on veut qu'elle se termine correctement et pas sur un pétard mouillé, il faut que Eric Rowan batte Roman Reigns clean sur le ring. Ce serait vraiment trop cool. Le show se termine donc ainsi, et c'est une fin de show vraiment cool. De toute façon, toute cette histoire de qui attaquait Roman Reigns depuis le début, elle est vraiment géniale. Il y a eu des hauts et des bas, mais en général, c'était quand même vraiment dans le positif. Il y a eu plusieurs superstars impliqués, il y avait eu Samoa Joe à l'époque, il y avait eu aussi Buddy Murphy, mais là on se rapproche de la fin, et du coup, les superstars se resserrent, ça se tourne vraiment autour de Roman Reigns, et de Eric Rowan et de Daniel Bryan. Et le fait que ça se conclue sur un Eric Rowan qui prend le même chemin que Strowman, encore une fois, ça c'est vraiment trop cool. Et cela aussi, j'y pense, c'est que cela va aussi faire, pourquoi pas, de Daniel Bryan un face de nouveau. Peut-être que Daniel Bryan va redevenir, peut-être pas l'ancien Daniel Bryan, mais va redevenir face. Enfin, les choses bougent à WWE en ce moment. On a vu le heel turn de Bayley hier. Là, on se dit peut-être que Bryan va tourner face. On a un Eric Rowan qui est devenu un véritable monstre. Ça bouge et c'est tellement sympa à suivre. Et il est temps d'établir un bilan qui est écrit et que je vais vous lire. Ce SmackDown donc n'était pas incroyable, mais vraiment solide. Pourquoi était solide? Parce que d'une part, les personnages ont évolué. On pense évidemment à Eric Rowan, à Daniel Bryan, mais aussi à Bayley, et peut-être plus tard à Charlotte. Comme je l'ai dit, peut-être que Charlotte va devenir de nouveau face. J'ai du mal à l'avoir en face, Charlotte, mais pourquoi pas? Autre point, malgré une demi-finale de SmackDown dans le King of the Ring qui ne m'intéresse pas beaucoup, j'aime beaucoup l'idée d'avoir un Chad Gable aussi haut dans le tournoi, et peut-être qu'il va gagner. Et le voir gagner, je trouverais ça couillu, mais aussi très intéressant. Bliss et Cross, je peux pas les blairer, mais du coup, les voir en danger et les voir peut-être perdre leur titre, ça me hype vraiment. J'ai vraiment envie de les voir perdre, elle m'énerve. Malheureusement, le point noir du show, c'est la rivalité Orton-Kingston qui a, encore une fois, réussi l'exploit d'être écrite de manière forcée malgré sa richesse à la base. Et je pense qu'il faut que cette histoire se conclue, que le premier gros chapitre de cette histoire se conclue à Clash of Champions. Soit avec un Kofi Kingston qui l'emporte et qui fait taire Randy Orton et prouve que c'est un vrai champion. Soit avec un Randy Orton qui gagne contre Kofi Kingston et avec un chemin de la rédemption sur Kofi Kingston d'ailleurs qui arrive de nouveau à remontrer ce dont il est capable, à reprendre un chemin de babyface qui n'abandonne jamais, qui se bat comme c'était le cas en début d'année. Et ça peut être intéressant, pourquoi pas. Mais en tout cas, il faut qu'il y ait un premier point final à Clash of Champions entre Randy Orton et Kofi Kingston. Voilà, c'était SmackDown du 3 septembre 2019. Est-ce que ce show vous a plu? Dites-le moi dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner à toutes les chaînes, le Moulin de Voldano évidemment, à me suivre sur Instagram. C'était Serge Voldan. Putain, faites des bébés en pensant à moi. Je vous dis au revoir.